Nadir pour le groupe RDPI. À vous. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, 15 millions, c'est le nombre de Français, selon l'Insee, qui étaient âgés de 65 ans ou plus au 1er janvier 2023. C'est 20,5% de la population, soit une augmentation de 4,7 points en 20 ans. La quasi-totalité de la hausse de la population des 50 prochaines années concernera les personnes âgées de plus de 65 ans. Et le nombre des 75-84 ans devrait même augmenter de 50% d'ici à 2030, en dépassant le seuil des 6 millions. Parce que notre société vieillit, il est urgent d'anticiper ce vieillissement pour garantir une vie de qualité et un cadre de vie décent pour tous. Mais comment atteindre cet objectif quand nous connaissons les difficultés structurelles de ce secteur? Comment coordonner les politiques publiques pour que la question du vieillissement de la population soit toujours prise en compte dans la réflexion des décideurs publics? Comment piloter efficacement des actions au niveau national d'une politique qui est très départementalisée? Comment redonner de l'attractivité à ce secteur qui est en manque cruellement depuis des années? C'est pour tenter de remédier à cela que le gouvernement a décidé de créer en 2020 une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie afin d'assurer une lisibilité des mesures entreprises sur le sujet. Elle est par la suite montée en charge avec des financements toujours plus importants. En témoigne encore l'affectation de 0,15 points de CSG à son financement, soit 2,4 milliards d'euros supplémentaires par an pour atteindre 42 milliards d'euros de dépenses en 2026. Mais c'est aussi parce que nombre de questions restent en suspens que des députés de la majorité présidentielle ont décidé en 2022 de mettre leurs forces en commun afin de rédiger cette proposition de loi portant mesures afin de garantir et de bâtir une société du bien vieillir en France que nous nous apprêtons à étudier. Je salue cette initiative et souhaiterais rendre hommage aux 2 rapporteurs du texte à l'Assemblée, Laurence Cristol et Annie Vidal, pour leur mobilisation sur le sujet pour faire aboutir ce texte, ainsi qu'Astrid Panossian-Bouvet, qui a coordonné l'écriture de ce texte. Ce texte intervient sur 3 axes essentiels. Tout d'abord, il s'agit de renforcer la coordination nationale des politiques publiques en matière de prévention de la perte d'autonomie via la création de la Conférence nationale de l'autonomie, hélas supprimée par la volonté des rapporteurs, mais nous y reviendrons, et de lutter contre l'isolement social. Cela se traduit dans ce texte par le financement d'actions de prévention comme une activité physique adaptée, la lutte contre la dénutrition ou des interventions de référents qualifiés, mais également par un élargissement des missions du médecin coordinateur et l'obligation d'un cahier des charges nutritionnel spécifique. Ce premier axe se traduit enfin par la généralisation de l'expérimentation du programme de prévention de la perte d'autonomie sur le repérage précoce des fragilités. Ensuite, le 2e axe est de lutter de manière plus efficace contre la maltraitance, car cela mérite toujours d'être rappelé, les personnes âgées, peu importe leur niveau de perte d'autonomie, sont des citoyennes et des citoyens à part entière, disposant de libertés et de droits. Cette réaffirmation passe par l'ouverture de nouveaux droits aux résidents en établissement, notamment par l'instauration d'un droit de visite et de conservation du lien social, mais aussi par l'instauration d'une instance territoriale de signalement des actes de maltraitance et par le renforcement de la protection juridique des majeurs. Enfin, le dernier axe de ce texte est de permettre le maintien à domicile par un meilleur accompagnement des professionnels du secteur. Un meilleur accompagnement et le renforcement de l'attractivité des professions d'aide à domicile sont en effet absolument essentiels pour réussir le virage domiciliaire. Concrètement, cela se décline dans ce texte par la création d'une carte professionnelle, le financement d'actions de soutien à la mobilité des aides à domicile par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
ou encore par le développement des alternatives à l'EHPAD, telles que l'habitat inclusif, les résidences autonomie et l'accueil familial. Cette proposition de loi est donc une brique supplémentaire indispensable, mais qui devra être complétée. À cet égard, nous nous réjouissons, Madame la ministre, que vous ayez réaffirmé l'engagement de votre prédécesseur qu'une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge puisse être examinée avant la fin de l'année. Celle-ci était attendue par tous et les parlementaires de la majorité présidentielle se sont mobilisés depuis l'origine pour qu'elle voie le jour. Vous l'aurez compris, nous viendrons en soutien de cette proposition de loi et saluons le travail effectué par les rapporteurs en commission pour que cette proposition de loi retrouve un nombre d'articles décent. Néanmoins, lors des débats à venir, nous affirmerons quelques points de désaccord sur lesquels nous souhaitons pouvoir discuter. Tel est le cas de l'article 1er et la suppression de la Conférence nationale de l'autonomie. Depuis de nombreuses années, les acteurs et les élus de tous bords déplorent de ne pas avoir au niveau national un organe de pilotage pour les politiques du grand âge et de l'autonomie. À ce titre, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a souvent été critiquée par son manque d'incarnation. Et alors que cette PPL tente de répondre à cette problématique par la création de cette conférence, vous décidez de supprimer ce dispositif. Or, nous avons réellement besoin de cet organe qui n'est pas un simple outil d'habillage. Il nous faut mieux coordonner les acteurs sur l'ensemble du territoire pour avoir une politique efficace, prenant en compte les spécificités géographiques et démographiques de chaque territoire. C'est pourquoi nous porterons un amendement de rétablissement de cette conférence. Nous sommes aussi attachés au maintien de plusieurs articles que nous porterons par le biais d'amendements, ainsi que de nombreuses avancées, telles que le développement de l'accueil familial, une meilleure formation des professionnels du secteur ou bien encore une pérennisation du dispositif de relayage pour les proches aidants. Parler de diverses mesures est méprisant. Ce texte ne contient pas diverses mesures de promotion de l'autonomie, mais constitue un ensemble cohérent pour bâtir une société du bien vieillir. Je terminerai en vous disant, même si le gouvernement a annoncé en 2021 un plan de rattrapage de l'offre personnes âgées dans les régions insulaires et ultramarines, il faut aller encore plus loin tant ce sujet est urgent dans nos territoires ultramarins. Madame la ministre, nous comptons donc sur vous pour que la prochaine loi de programmation tienne compte du sujet de la prise en charge du vieillissement en outre-mer, car le bien vieillir doit être une réalité sur l'ensemble du territoire. Sur le grand âge, beaucoup reste encore à faire, mais cette proposition de loi comporte déjà de nombreux éléments. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Corinne Féret pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.